Elsa, bonjour. Le procès au retentissement mondial de l'affaire des viols de Mazan aura été celui de la masculinité. Durant 4 mois, on a insisté sur la normalité des 51 accusés, celle de Dominique Pellicot en tête. Ces hommes étaient un peu tous les hommes, leur procès, celui de tous. Et pourtant, il y avait tellement plus à dire. En décembre dernier, à l'issue de ce procès, Dominique Pellicot a été condamné à 20 ans de réclusion pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme endormie Gisèle par plus d'une cinquantaine d'inconnus, et ce pendant 10 ans. Jeudi dernier, Dominique Pellicot était extrait de sa cellule pour répondre devant la juge Nathalie Turquet à Nanterre de 2 autres chefs d'accusation pour des affaires remontant aux années 90. Une tentative de viol dans laquelle il reconnaîtra finalement sa culpabilité et un viol suivi de meurtre qu'il continue de nier. Déjà en 2010, il avait été arrêté et condamné pour avoir filmé l'entrejambe des femmes à leur insu dans un supermarché. On avait alors rapproché cette affaire du viol et du meurtre de 1991, l'une des affaires pour lesquelles il vient d'être entendu. Des erreurs d'instruction l'avaient alors disculpé. Ce qui est intéressant, c'est ce que ces affaires Pellicot, additionnées à d'autres, racontent. Car parmi les 50 condamnés pour viol et violences sexuelles sur Gisèle Pellicot, 23 ont déjà été condamnés par la justice, dont 6 pour violences conjugales et 2 pour violences sexuelles. 13 ont déclaré une addiction aux drogues et 13 ont été violés dans leur enfance, dont Dominique Pellicot. Ce que cela veut dire, c'est que le procès des viols de Mazan aurait dû être, bien plus que le procès de la masculinité, celui du suivi des condamnés, de la prévention de la récidive et des violences sur mineurs. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Tout sauf Boyard », où il est question de Louis Boyard, le député LFI balayé à Villeneuve-Saint-Georges, malgré les calculs fumeux de Jean-Luc Mélenchon. Les administrés se sont déplacés en masse pour faire sortir celui qui n'a pas hésité à afficher des personnalités pro-Hamas sur sa liste. Déversé et un tué dans ce numéro également, Yann Barth nous parle du réfugié irakien Salwan Momika, l'homme qui brûlait des Korans en Suède. Il a été assassiné à quelques heures de son procès. Quelles sont les pistes suivies par la justice suédoise et qui menaçait l'homme? Yann Barth fait le point. Et puis on y revient à LFI avec une analyse de Gaston Crémieux qui nous explique pourquoi la stratégie LFiste de présenter des personnalités radicales dans des circonscriptions avec peu d'inscrits ne marche plus, semble-t-il. LFI, le grand bluff, on parle de découpage électoral et de changement du sens du vent. Et puis flop intersectionnel, quoi pour expliquer le désastre industriel qu'est celui du film d'Ouda Benyamina, l'adaptation au féminin des Trois Mousquetaires, le bien nommé Toutes pour une. Peut-être qu'à être trop woke, on en a oublié d'être vraiment féministe. Et même bon. Dommage, le naufrage, c'est Nora Bussini qui vous le raconte et c'est mieux que le film, à n'en pas douter. Fin de la récré, un papier d'Emma Kate Simons, c'est qui nous raconte le plan de Donald Trump pour ramener la paix dans les universités américaines que la situation à Gaza a enflammé. Clash TV, clap de fin, c'est notre grand dossier cette semaine. Grande enquête qui fait la une du journal. Une enquête signée Yann Barth et qui nous raconte ces animateurs qui ont fait du clash leur fonds de commerce et le cœur de leurs émissions. Alors que C8 voit sa fin approcher, Yann Barth raconte ce qui lui survivra et ce qui restera un souvenir. Pas toujours bon, mais un pan de l'histoire de la polarisation télé. Pour ce numéro, c'est Rudi Reichstadt qui raconte le complot de la semaine, Kennedy, le neveu neuneux, où il est question de celui qui, choix de Trump pour le ministère de la Santé, est un antivax notoire, propagateur des pire théorie complotiste, Robert Kennedy Jr. Voilà, le portrait qui fâchera le collectif Némésis cette semaine, Miss France, et il est signé Perla Msika. Qui est vraiment ce collectif que Bruno Retailleau a bien malhabilement mis à l'honneur? Un mouvement proche de l'extrême droite, caché sous un masque féministe, dont les membres ont un credo, les Français avant tout.
Plein de choses encore dans ce numéro 169 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, La mort libre, et qui nous parle des propos ahurissants de François Bayrou pour justifier sa réticence à doter la France d'une loi sur la fin de vie, tandis que 90% des Français la veulent absolument et vite. Propos spectaculaires, mais aussi spectaculairement faux, et qui disait qu'en Belgique, on aidait à mourir les adolescents mal dans leur peau. Qu'en est-il vraiment et que révèle cette sortie, semblable en tout point à nombre d'autres venus de prédicateurs de l'Apocalypse? C'est le philosophe Raphaël Enthoven qui nous l'explique. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons comme chaque semaine désormais en une du journal, où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 81 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.